À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effondrement retentissant de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine. Sa main se referma un peu plus fort sur la céramique encore tiède. Un jour. Voilà tout. Cela faisait à peine 24 heures qu'il occupait Matignon et déjà le chef de file de la France insoumise lui adressait une déclaration d'hostilité sans détour. Derrière les lourds rideaux, Paris sortait doucement de la brume de ce matin de septembre, ignorant encore l'orage politique prêt à éclater. Et toi, à cet instant du récit, tu es encore loin d'imaginer ce qui va se jouer dans les heures suivantes. À vrai dire, personne n'en avait la moindre idée. Ni les observateurs, ni les adversaires, ni même les conseillers de Lecornu qui arrivaient en hâte à Matignon pour une cellule de crise improvisée. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie. À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effondrement retentissant de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine. Sa main se referma un peu plus fort sur la céramique encore tiède. Un jour. Voilà tout. Cela faisait à peine 24 heures qu'il occupait Matignon et déjà le chef de file de la France insoumise lui adressait une déclaration d'hostilité sans détour. Derrière les lourds rideaux, Paris sortait doucement de la brume de ce matin de septembre, ignorant encore l'orage politique prêt à éclater. Et toi, à cet instant du récit, tu es encore loin d'imaginer ce qui va se jouer dans les heures suivantes. À vrai dire, personne n'en avait la moindre idée. Ni les observateurs, ni les adversaires, ni même les conseillers de Lecornu qui arrivaient en hâte à Matignon pour une cellule de crise improvisée. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase. Une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa brutalité totale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute de gouvernement en moins de 100 jours, un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire, qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain, mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron.
Bruno Retailleau, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de continuité macroniste inacceptable. Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus vite. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le Dini ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49. Emmanuel Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot, à l'Assemblée, avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tout. À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effort. À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effondrement retentissant de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine. Sa main se referma un peu plus fort sur la céramique encore tiède. Un jour. Voilà tout. Cela faisait à peine 24 heures qu'il occupait Matignon et déjà le chef de file de la France insoumise lui adressait une déclaration d'hostilité sans détour. Derrière les lourds rideaux, Paris sortait doucement de la brume de ce matin de septembre, ignorant encore l'orage politique prêt à éclater. Et toi, à cet instant du récit, tu es encore loin d'imaginer ce qui va se jouer dans les heures suivantes. À vrai dire, personne n'en avait la moindre idée. Ni les observateurs, ni les adversaires, ni même les conseillers de Lecornu qui arrivaient en hâte à Matignon pour une cellule de crise improvisée. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase. Une phrase si simple, si directe, si dévastatrice, que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa brutalité totale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre. Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute de gouvernement en moins de 100 jours, un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire, qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain,
mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Retailleau, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de continuité macroniste inacceptable. Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus vite. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le Dini ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit. À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effondrement retentissant de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine. Sa main se referma un peu plus fort sur la céramique encore tiède. Un jour. Voilà tout. Cela faisait à peine 24 heures qu'il occupait Matignon et déjà le chef de file de la France insoumise lui adressait une déclaration d'hostilité sans détour. Derrière les lourds rideaux, Paris sortait doucement de la brume de ce matin de septembre, ignorant encore l'orage politique prêt à éclater. Et toi, à cet instant du récit, tu es encore loin d'imaginer ce qui va se jouer dans les heures suivantes. À vrai dire, personne n'en avait la moindre idée. Ni les observateurs, ni les adversaires, ni même les conseillers de Lecornu qui arrivaient en hâte à Matignon pour une cellule de crise improvisée. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase. Une phrase si simple, si directe, si dévastatrice que les... À 9h12 pile ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à trembler sur le plateau brillant de son bureau à Matignon. Une notification AFP venait d'apparaître. Le message ne laissait aucune zone grise. Jean-Luc Mélenchon annonçait qu'une motion de censure viserait Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le chef du gouvernement fraîchement installé, désigné seulement la veille par Emmanuel Macron après l'effondrement retentissant de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur sa soucoupe en porcelaine. Sa main se referma un peu plus fort sur la céramique encore tiède. Un jour. Voilà tout. Cela faisait à peine 24 heures qu'il occupait Matignon et déjà le chef de file de la France insoumise lui adressait une déclaration d'hostilité sans détour. Derrière les lourds rideaux, Paris sortait doucement de la brume de ce matin de septembre, ignorant encore l'orage politique prêt à éclater. Et toi, à cet instant du récit, tu es encore loin d'imaginer ce qui va se jouer dans les heures suivantes. À vrai dire, personne n'en avait la moindre idée. Ni les observateurs, ni les adversaires, ni même les conseillers de Lecornu qui arrivaient en hâte à Matignon pour une cellule de crise improvisée. Pas même les journalistes politiques qui se préparaient à couvrir ce qu'ils pensaient être une motion de censure vouée à l'échec. Et certainement pas Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui, installé dans son bureau parisien du 10e arrondissement, préparait méticuleusement la suite de sa stratégie d'offensive. Ce que Lecornu allait dire dans quelques heures allait non seulement déjouer tous les plans de Mélenchon, mais aussi changer profondément les règles du jeu politique français. Et cette réponse tiendrait en une seule phrase. Une phrase si simple, si directe, si dévastatrice que les médias du monde entier la répéteraient pendant des semaines. Revenons quelques heures en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut saisir le contexte dans sa brutalité totale pour mesurer toute la portée explosive de ce qui va suivre.
Depuis le soir du 8 septembre, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la troisième chute de gouvernement en moins de 100 jours, un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire, qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain, mais surtout un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Retailleau, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de continuité macroniste inacceptable. Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus vite. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner. Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49. Emmanuel Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot, à l'Assemblée, avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message. Censure immédiate, sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure. Il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu, et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. LFI comptait 74 députés, le PS 66, les écologistes 13, le PCF 11, le Rassemblement national 123. Soit 287 voix potentielles. Il suffisait de 289 pour renverser le gouvernement. C'était jouable, c'était même probable. Sauf si Lecornu trouvait un moyen de briser cette coalition hétéroclite. Dans son bureau à Matignon, ce matin du 10 septembre, Sébastien Lecornu finit son café d'un trait et convoqua immédiatement son état-major. Marc Vallière, son conseiller diplomatique depuis des années, arriva le premier. Puis vinrent s'installer autour de la longue table en acajou Adrien Fasson, directeur de cabinet, Philippe Gustine, conseiller spécial, et une poignée d'autres proches collaborateurs. Tous avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Vallière ouvrit la réunion sans préambule, posant son iPad sur la table où s'affichaient les unes des journaux. Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin. 62% des Français pensent que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos.
Son silence pesait lourd dans la pièce. Facon tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Le cornu secoua lentement la tête sans se retourner. Bustine enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos et faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Le cornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément Gustine. Non, tout cela c'est ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal. Il veut que je me défende. Il veut que je négocie. Il veut que je montre ma faiblesse. Vallière fronça les sourcils. Alors que proposez-vous, monsieur le Premier ministre ? Un léger sourire apparut sur le visage de Lecornu. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je vais lui répondre directement, publiquement et en une seule phrase. Le silence dans la salle était total. Facon hésita. Une seule phrase? Mais monsieur le Premier ministre, Mélenchon a publié une tribune de 3000 mots. Il est passé sur tous les médias. Il a mobilisé toute la gauche. Comment une seule phrase pourrait-elle... Lecornu le coupa gentiment mais fermement. Parce que c'est précisément ce que personne n'attend. Mélenchon a construit toute une rhétorique, tout un argumentaire, toute une stratégie verbale. Il attend que je rentre dans son jeu, que je débatte point par point, que je me justifie. Au lieu de cela, je vais court-circuiter tout son système avec une simplicité brutale. Vallière, qui connaissait son patron depuis des années, comprit immédiatement. Vous voulez le désarmer par la concision, le priver du débat qu'il cherche? Exactement, répondit Lecornu en retournant s'asseoir. Mélenchon est un orateur, un tribun. Il veut m'entraîner sur son terrain, mais je ne jouerai pas selon ses règles. Je vais lui montrer qu'on peut répondre à 3000 mots avec 7 mots. Gustine sortit son carnet. Quels mots, monsieur le Premier ministre? Lecornu prit une profonde inspiration. Ce qu'il allait dire maintenant allait soit sauver son gouvernement naissant, soit précipiter sa chute. Il n'y aurait pas de seconde chance. Voici ce que je vais dire, et seulement cela. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Le silence qui suivit fut assourdissant. Facon ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. C'est tout? C'est tout, confirma Lecornu avec un calme olympien. 7 mots. Pas de justification, pas de défense, pas de contre-attaque. Juste un défi direct, simple, impossible à interpréter autrement que comme du courage ou de l'arrogance. Vallière comprit immédiatement le génie de cette approche. Vous le mettez au défi de passer à l'acte. Vous transformez sa menace en bluff potentiel. S'il dépose la motion et qu'elle échoue, il est ridicule. S'il hésite, il est faible. Et dans tous les cas, vous ne donnez aucune prise à sa rhétorique. Exact, répondit Lecornu. Mélenchon a construit sa stratégie sur l'idée que je vais essayer de l'éviter, de négocier, de gagner du temps. Au lieu de cela, je l'invite à agir immédiatement. Je retire toute la tension dramatique qu'il a construite. Je transforme sa grande annonce en simple formalité procédurale. Mais monsieur le Premier ministre, objecta-t-il, et s'il dépose vraiment la motion et qu'elle passe? Si toute la gauche vote avec lui? Si le RN se joint à eux? Lecornu se pencha en avant, les coudes sur la table, fixant chacun de ses collaborateurs tour à tour. Alors je tomberai. Mais je tomberai debout, en regardant mes adversaires dans les yeux, sans avoir cédé 1 centimètre de terrain. Et croyez-moi, cela comptera infiniment plus dans l'histoire politique de ce pays qu'un combat d'arrière-garde. La décision était prise. À 11 heures précises, Lecornu convoqua une conférence de presse surprise dans la cour de Matignon. Les journalistes, pris au dépourvu, se précipitèrent. Certains étaient encore en route quand le Premier ministre apparut sur le perron. Seul, sans notes, sans pupitre.
Le soleil de septembre faisait scintiller les pavés humides de la cour. Une cinquantaine de caméras étaient braquées sur lui. Les chaînes d'information en continu interrompirent leur programme. BFM, TV, CNews, LCI, toutes basculèrent en direct. Dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon leva les yeux de son ordinateur où il rédigeait un nouveau billet de blog. L'un de ses assistants venait de faire irruption. Le Cornu convoque une conférence de presse. C'est en direct, maintenant. Mélenchon eut un sourire satisfait. Bien sûr que Le Cornu allait répondre. Tous répondaient toujours. Il allait probablement dénoncer l'irresponsabilité de LFI, appeler au dialogue, proposer des concessions. C'était le scénario classique. Le tribun de LFI alluma son écran de télévision, s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir et attendit de savourer sa victoire médiatique. Sur le perron de Matignon, Le Cornu attendit que le silence se fasse. Il ne souriait pas. Il ne semblait ni nerveux ni arrogant, juste calme, d'un calme qui contrastait violemment avec l'agitation médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter cria « Monsieur le Premier ministre, quelle est votre réaction à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon ?» Le Cornu le regarda directement, puis balaya du regard l'ensemble des caméras. Ce qu'il dit ensuite allait être répété des milliers de fois, analysé dans tous les sens, disséqué par tous les commentateurs politiques du pays. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Puis il fit demi-tour et rentra dans Matignon sans ajouter un mot, sans répondre à aucune des questions qui fusaient déjà. 7 mots, 10 secondes chrono. Et un silence médiatique sidéré. Dans le studio de BFM TV, le présentateur resta bouche bée pendant 3 secondes entières avant de reprendre. Eh bien, c'était inattendu. Le Cornu vient de répondre à Mélenchon en exactement 7 mots. Sur le plateau de France Info, la journaliste politique Anne Rosencher s'exclama « C'est extraordinaire! Il ne se défend pas, il ne négocie pas, il provoque directement. Je n'ai jamais vu ça. » Les réseaux sociaux explosèrent instantanément. Sur Twitter, le hashtag « Allez-y » devint tendance en moins de 5 minutes. Les réactions affluèrent par milliers. Le Cornu vient de donner une masterclass de communication politique, tweeta un éditorialiste du Monde. 7 mots pour détruire 3000 mots de Mélenchon. Du génie, ajouta un chroniqueur du Figaro. Mais la réaction la plus importante, celle que tout le monde attendait, c'était celle de Mélenchon lui-même. Dans son bureau, le leader de LFI fixait l'écran de télévision avec une expression que ses proches collaborateurs ne lui connaissaient pas. Ce n'était ni de la colère ni de la surprise. C'était quelque chose de plus profond, une sorte de reconnaissance involontaire face à un coup magistral. Son assistante osa demander « Monsieur Mélenchon, vous voulez réagir ? Les médias vous appellent. » Mélenchon resta silencieux pendant un long moment. Il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Le Cornu venait de transformer une menace en défi, un rapport de force en duel, une stratégie complexe en confrontation brutale. Et surtout, il venait de voler la vedette médiatique. Pendant les 24 heures précédentes, tous les médias parlaient de l'offensive de Mélenchon. Maintenant, ils ne parlaient plus que de la réponse de Le Cornu. Le leader insoumis avait été joué à son propre jeu médiatique. Finalement, Mélenchon se leva et dit à son équipe « Convoquez une conférence de presse pour 15 heures. Je vais lui montrer qu'on ne provoque pas Jean-Luc Mélenchon impunément. » Mais dans sa voix, ses collaborateurs détectèrent quelque chose d'inhabituel. Une note d'incertitude, une fêlure dans l'assurance habituelle. À 15 heures, dans une salle bondée de la Maison de l'Amérique latine, où LFI avait ses locaux, Mélenchon fit face aux journalistes. Il avait préparé une longue déclaration. Mais avant même qu'il ne commence, les questions fusèrent. « Monsieur Mélenchon, allez-vous effectivement déposer la motion comme Le Cornu vous y invite? N'est-ce pas Le Cornu qui a maintenant l'initiative politique? 7 mots contre 3000. N'êtes-vous pas en train de perdre la bataille de la communication? » Mélenchon leva les mains pour réclamer le silence. Son visage était fermé, dur. « Bien sûr que nous allons déposer la motion de censure. Nous l'avons annoncé, nous le ferons. Monsieur Le Cornu ne nous intimide pas avec ses petites phrases. » Mais quelque chose sonnait faux dans sa voix. Les journalistes le sentirent.
Mélenchon continua pendant 10 minutes, développant les arguments habituels sur la crise démocratique, le mépris du suffrage universel, la nécessité de renverser le macronisme. Mais les questions revenaient sans cesse sur la réponse de Lecornu. Un journaliste du Parisien insista. « Mais justement, monsieur Mélenchon, Lecornu ne fuit pas, il vous attend, il vous défie. N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez ?» Mélenchon explosa soudain, révélant sa frustration sous-jacente. « Ce que je veux, c'est que ce pays sorte enfin du macronisme. Ce que je veux, c'est qu'on respecte le vote des Français. Lecornu peut faire toutes les provocations qu'il veut. Nous le renverserons. » Cette explosion de colère fit le tour des chaînes d'information en boucle. Et là encore, Lecornu gagnait. Car Mélenchon apparaissait maintenant comme celui qui réagissait émotionnellement, tandis que Lecornu gardait son calme olympien. Le rapport de force psychologique s'était inversé. Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, Lecornu déploya une stratégie à 2 niveaux. Publiquement, il maintint sa posture de défi tranquille. À chaque interview, à chaque apparition, il répétait la même ligne. « J'attends la motion de Mélenchon. Quand elle viendra, nous verrons qui a le courage de ses convictions. » Mais en coulisses, il menait une opération de séduction intense auprès des socialistes, des écologistes et même de certains députés LR. Son message était simple. Mélenchon veut le chaos. Moi, je veux gouverner au moins 3 mois pour prouver que je peux faire autrement. Le 15 septembre, lors d'une réunion secrète dans un appartement privé du 7e arrondissement, Lecornu rencontra Olivier Faure et Boris Vallaud, les 2 têtes du Parti socialiste. La conversation dura 4 heures. Faure posa ses conditions. Pas de 49,3 sur le budget, des concessions sur les retraites, une taxe sur les hauts patrimoines. Lecornu écouta attentivement, puis répondit avec cette franchise directe qui était devenue sa marque. « Je ne vous mentirai pas. Je ne peux pas abroger la réforme des retraites. Macron ne l'accepterait jamais et vous le savez. Mais je peux suspendre son application pendant 6 mois, le temps d'une vraie concertation. Je peux créer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Pas l'ISF, mais quelque chose de proche. Et je m'engage formellement à ne pas utiliser le 49,3. » Vallaud et Faure échangèrent un regard. C'étaient des concessions réelles, pas suffisantes pour satisfaire la gauche de la gauche, mais suffisantes pour justifier une abstention plutôt qu'un vote de censure. Faure posa la question cruciale. « Et si Mélenchon dépose quand même sa motion? » Lecornu sourit. « C'est là toute la beauté de ma stratégie. S'il la dépose et qu'elle échoue parce que vous vous abstenez, il est affaibli. S'il ne la dépose pas après l'avoir annoncé, il est ridicule. Dans les 2 cas, j'ai gagné en l'invitant publiquement à agir. » Olivier Faure hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre pourquoi Macron avait choisi Lecornu. Cet homme n'était pas un simple technocrate, c'était un stratège politique de premier plan. Pendant ce temps, au sein de LFI, les débats faisaient rage. Mathilde Panot poussait pour un dépôt immédiat de la motion. « Nous avons annoncé, nous devons tenir parole. » Mais Manuel Bompard, plus pragmatique, soulignait le problème. « Si les socialistes s'abstiennent, la motion échoue et nous passons pour des amateurs. » Mélenchon lui-même était inhabituellement silencieux. Il sentait le piège se refermer, mais ne voyait pas comment s'en extraire sans perdre la face. Le 20 septembre, Lecornu frappa à nouveau lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il prononça ces mots qui firent mouche. « On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. » L'hémicycle explosa. Les députés de LFI hurlèrent leur indignation. Mélenchon, présent dans les tribunes, devint écarlate. Mais le mal était fait. Lecornu venait de retourner publiquement l'accusation de lâcheté contre Mélenchon. Le lendemain, LFI déposa effectivement sa motion de censure, mais le contexte avait changé. Ce qui devait être une offensive triomphante ressemblait maintenant à une réaction tardive et forcée. Les socialistes annoncèrent qu'ils s'abstiendraient, les écologistes aussi. Même au sein de LFI, certains députés commençaient à exprimer des doutes en privé. La motion fut débattue le 25 septembre. Mélenchon monta à la tribune pour une intervention de 40 minutes, brillante rhétoriquement, passionnée, convaincante pour sa base. Mais quand Lecornu prit la parole pour répondre, il fut d'une concision dévastatrice. « Monsieur Mélenchon a parlé pendant 40 minutes.
Je vais être plus bref. Vous voulez me renverser? Votez. J'assume les conséquences de votre vote, quelles qu'elles soient. Mais cessons de parler, agissons. Le vote fut un désastre pour LFI. Seulement 203 députés votèrent la censure, 86 de moins que nécessaire. La motion était rejetée. Le Cornu restait premier ministre. Dans les médias, le verdict fut unanime. Le Monde titrait « Le Cornu déjoue le piège mélenchoniste ». Libération analysait « 7 mots qui valent mieux qu'un long discours ». Même à gauche, certaines voix critiquaient la stratégie de LFI. Manuel Bompard, reconnu sur France Inter, « Nous avons peut-être sous-estimé le Cornu ». Ce soir-là, dans son bureau de Matignon, Sébastien Lecornu regardait les résultats du vote avec son équipe. Vallière leva son verre de champagne. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez raison. Ces mots ont suffi. » Lecornu ne souriait pas triomphalement. Il savait que ce n'était qu'une victoire tactique dans une guerre qui serait longue. « Ne nous réjouissons pas trop vite. Mélenchon a perdu cette bataille, mais il apprend vite. La prochaine fois, il sera plus préparé. » Et Lecornu avait raison d'être prudent, car dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était pas abattu. Il était pensif. Il venait d'apprendre une leçon importante sur son nouvel adversaire. Lecornu n'était pas Barnier, ni Bayrou. C'était un joueur d'échecs politique qui pensait plusieurs coups à l'avance. Les semaines suivantes confirmèrent le changement de dynamique. Lecornu parvint à faire adopter son budget sans recours au 49.3. Grâce aux abstentions socialistes obtenues au prix de vraies concessions, il mit en place la taxe sur les hauts patrimoines promise, récoltant même quelques compliments embarrassés de la gauche modérée. Mais surtout, il maintint sa ligne de communication directe, simple, sans fioritures. À chaque attaque de Mélenchon, il répondait en quelques mots percutants. Quand LFI dénonça sa politique de défense, il répliqua « Proposez mieux, j'écoute ». Quand Mélenchon l'accusait de servir les riches, il rétorqua « Prouvez-le avec des chiffres, j'attends ». À chaque fois, il renvoyait le défi, forçant ses adversaires à passer de la rhétorique aux actes concrets. Et à chaque fois, Mélenchon se trouvait pris à son propre piège. 6 mois plus tard, en mars 2026, lors d'une interview pour Le Monde, on demanda à Lecornu quel avait été le moment le plus important de ses premiers mois à Matignon. Sa réponse fut sans hésitation. Le matin où j'ai décidé de répondre à Mélenchon en 7 mots plutôt qu'en 7 pages, c'est là que j'ai compris que la politique moderne ne se gagne pas avec les discours les plus longs, mais avec les vérités les plus courtes. On posa la même question à Mélenchon quelques jours plus tard. Il eut un sourire amer. Lecornu m'a donné une leçon ce jour-là. Il m'a montré qu'en politique, le silence éloquent vaut parfois mieux que l'éloquence bruyante. Est-ce que j'ai appris la leçon? Vous verrez bien. Aujourd'hui, dans les écoles de Sciences Po et l'ENA, on étudie cet épisode comme un cas d'école de communication politique moderne. Les étudiants analysent comment Lecornu a transformé une menace existentielle en opportunité de montrer sa force, comment il a court-circuité la rhétorique de son adversaire par la concision, comment il a repris l'initiative en acceptant la confrontation plutôt qu'en la fuyant. Certains analystes le comparent au fameux « moi président » de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. D'autres y voient un écho du « je vous ai compris » de De Gaulle à Alger, une phrase simple qui change tout. Mais au-delà de la stratégie de communication, cet épisode révéla quelque chose de plus profond sur Sébastien Lecornu. Il montra qu'il possédait cette qualité rare en politique, le courage de la simplicité. Dans un monde où les politiciens se cachent derrière des langages techniques, des circonvolutions diplomatiques et des justifications sans fin, Lecornu osait dire les choses simplement, directement, sans faux-semblant. Ce jour de septembre 2025, quand il répondit à Mélenchon par ces 7 mots, il ne fit pas seulement un coup de communication brillant. Il définit un style, une approche, une manière d'être en politique qui allait marquer toute son action à Matignon. Mais attendez, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur cette journée historique. Quelque chose qui ne fut révélé que plusieurs mois plus tard dans une interview off the record accordée à un journaliste du Canard enchaîné. Quelque chose qui change complètement la perception de ce moment. Ce matin de septembre, quand Lecornu convoqua sa réunion d'urgence après l'annonce de Mélenchon, il n'avait pas immédiatement l'idée de sa phrase en 7 mots. En réalité, la réunion dura 2 heures entières, pendant lesquelles son équipe prépara 3 discours différents, chacun faisant plusieurs pages.
Le premier était défensif, expliquant point par point pourquoi la motion de censure était injustifiée. Le deuxième était offensif, attaquant frontalement la stratégie de LFI. Le troisième était conciliant, proposant un dialogue avec toutes les forces politiques. Le Cornu les lut tous les trois. Puis il les